Le 15 septembre 2008, il y a 3 ans exactement, jour pour jour, la banque Lehman Brothers faisait faillite. Le monde entrait dans la première crise financière globale, une crise dont nous ne sommes toujours pas sortis. Une crise qui a vu vaciller les États-Unis, la Chine triompher, la zone euro se déchirer entre le nord et le sud. Les cartes de la puissance ont été redistribuées sous nos yeux. Les enjeux sont en effet non seulement économiques et financiers, mais aussi politiques, géostratégiques et militaires. Pour faire le point sur ce grand bouleversement du monde et le naufrage de la globalisation financière, Xerfi Canal a invité aujourd'hui Jean-Michel Quatrepoint. Jean-Michel Quatrepoint, bonjour. Bonjour Laurent. Jean-Michel, vous avez été journaliste, 11 ans passés au Monde, vous avez dirigé les rédactions de la GFI, de la Tribune, du Nouvel Économiste. Vous avez été patron de la L3, mais aujourd'hui vous êtes avant tout essayiste. Un essayiste prolifique, et non prolixe, prolifique, j'entends bien. Après la crise globale en 2008, la dernière bulle en 2009, vous publiez le 3e tome de votre chronique de la descente aux enfers des économies occidentales. Et votre nouvel opus s'appelle « Mourir pour le yuan » et en sous-titre « Comment éviter une guerre mondiale ». Diantre. Alors, en effet, vous expliquez qu'il y a eu une première globalisation au XIXe siècle, que les grands perdants de cette globalisation, au début, ça a été la Chine et à la fin, ça a été l'Allemagne. Oui, et les pays colonisés par l'Occident. Et les pays colonisés. Alors, on en est sorti par la guerre en 14. Alors, on va voir si on risque d'en sortir aujourd'hui par la guerre. Mais d'abord, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à la grande revanche du premier grand perdant de la première globalisation, la Chine ? Oui, c'est la revanche de la Chine. C'est la saison 3, je dis, pour parler comme à la télévision. Crise globale, dernière bulle, qui était la bulle des États, des dettes souveraines. Et maintenant, nous sommes à la victoire de la Chine et accessoirement une demi-victoire de l'Allemagne. Alors, la revanche de la Chine, oui. Je crois que sur ce même plateau, on avait beaucoup parlé depuis un an des ambitions de la Chine. La Chine a une stratégie qu'elle mène imperturbablement depuis 33 ans maintenant, depuis Deng Xiaoping, le congrès du parti de 1978. Et la Chine a de la mémoire. Nous n'avons pas beaucoup de mémoire, mais les Chinois ont de la mémoire. Et ils se souviennent qu'effectivement, les Occidentaux les ont mis en coupe réglée avec la guerre de l'opium au début du XIXe siècle et qu'ils ont eu ce qu'ils appellent, eux, un siècle de l'humiliation qui s'est terminé en 1949 avec la victoire de Mao Tse-tung. C'est pour ça que Mao est un personnage clé pour les Chinois. Il n'oublie pas toutes les atrocités qu'a pu faire Mao sous son règne, mais il leur a redonné la fierté d'eux-mêmes, il les a libérés. Et Deng Xiaoping a mis en place une stratégie d'économie socialiste de marché qui, finalement, pour schématiser, c'est la Chine demeure en matière politique un pays communiste avec un parti unique qui tient le pays. Alors, bon, c'est un peu compliqué, il y a de temps en temps des soubresauts, mais ils tiennent le pays. Ensuite, en matière économique, ils ont eu l'intelligence de laisser la place à un grand secteur privé, une économie de marché, mais qui reste contrôlée quand même par le parti. Mais qui coexiste avec les implantations occidentales. Parfaitement, mais ça, on va y venir. Et ensuite, ils sont hyper nationalistes, là où les Occidentaux sont de moins en moins patriotes et nationalistes, eux sont nationalistes. Donc eux ont un très grand moyen de cohésion, qui est cet esprit de revanche, ce nationalisme. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez 300 millions de Chinois qui ont accédé, qui sont de classe moyenne, et ces 300 millions de Chinois, ils sont très contents des succès de la Chine. Et ils en profitent, indiscutablement. Alors, il y a les zones de pauvreté, il y a des centaines de millions de Chinois qui sont exploités dans des usines montées par les Occidentaux. Car les Chinois ont passé un deal avec les multinationales. C'est un pacte contre nature, en quelque sorte, entre le Parti communiste chinois, les multinationales occidentales, au début essentiellement anglo-saxonnes, mais ensuite européennes, et Wall Street et Walmart. Et ce pacte, jusqu'à maintenant, a fait des gagnants. Les gagnants, c'est les classes moyennes chinoises, les multinationales, leurs managers et leurs grands actionnaires, et le système financier qui s'est développé à partir de l'explosion du commerce mondial et de la finance internationale. Alors on va y venir, mais cette stratégie chinoise, c'est une stratégie que vous appelez mercantiliste, dont l'objectif est de faire des excédents, des excédents sur le restant du monde, d'accumuler des réserves qui servent d'instruments de puissance. Oui, parce que les Chinois ont un problème redoutable à terme, comme l'Allemagne. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. La Chine est un pays qui vieillit. Les Chinois ont décidé la politique de l'enfant unique,
qui peut parfaitement se concevoir, et je pense qu'il faut même se féliciter qu'il y ait cette politique. Mais la contrepartie, c'est que c'est un pays qui vieillit. Et les Chinois qui raisonnent à très long terme, eux ont une stratégie à long terme, savent qu'ils vont avoir dans 20, 30, 40 ans un redoutable problème de vieillissement de la population. Donc ils engrangent le maximum de réserves, ils prennent le maximum de positions parce qu'ils savent que dans 20, 30 ou 40 ans, ils vont avoir un énorme problème avec le vieillissement de leur population. Donc, ils sont en train de prendre leur position. Alors, première étape dans cette stratégie de montée industrielle de la Chine, l'atelier du monde. Mais on est en train de passer à la deuxième étape. Oui, on ne se contente plus de faire des babioles pour le restant du monde. L'Occident a été d'une naïveté incroyable. On s'est imaginé, dans un premier temps, qu'on pouvait laisser aux Chinois et aux pays émergents, l'Inde et les autres, de faire les produits de grande consommation, l'électronique bas de gamme, mais que nous étions tellement intelligents que, bien évidemment, nous allions garder tout ce qui était la haute technologie, la valeur ajoutée, la haute finance, etc. Et que ce qu'on délocalisait là-bas, on se récupérait en gardant le savoir-faire, l'intelligence. Ben, c'est faux. Les Chinois sont aussi intelligents que les Occidentaux, comme les Indiens, je veux dire. Ils ont vocation, les Chinois ont vocation à tout produire, et ils veulent tout produire. Si dans un premier temps, ils ont copié, ils ont même délocalisé les usines, démonté même des usines occidentales pour les installer chez eux. Maintenant, ça devient... Exiger des transferts de technologie systématiquement. Mais il faut se mettre à leur place, je veux dire, c'est normal, c'est normal. Ce qui est peut-être moins normal, c'est que nous cédions aussi facilement, que l'on ne mette pas des conditions à des deals qui sont des deals inégaux. Mais globalement, les Chinois jouent leur jeu. On ne peut pas leur reprocher de jouer leur jeu. On peut reprocher aux dirigeants occidentaux et aux multinationales occidentales de ne pas jouer le jeu de leur pays d'origine. Ça, on peut le reprocher. Donc, après avoir été l'atelier sous-traitant des grandes multinationales, la Chine a maintenant ses propres multinationales, s'appuyant sur leur marché intérieur, et notamment dans les grands biens d'équipement. Le TGV chinois, le TGV chinois, il a quelques petits problèmes, parce que, évidemment, tout n'est pas rose non plus. Mais est-ce que ce n'est pas un révélateur, ça, de la situation de la Chine, justement? Oui, mais parce que la Chine a de la corruption, a une très grande corruption. Donc, si le TGV chinois a des problèmes, bon, ils ont copié les TGV, soyons clairs. Mais ensuite, comme ils ont réservé les marchés à leurs entrepreneurs, avec de la corruption, le ministre du Transport a été liquidé politiquement, peut-être avant d'être liquidé physiquement, au mois de décembre, parce que, visiblement, il avait donné des marchés pour le TGV à des entreprises chinoises dont la qualité des produits n'était pas au top niveau. Résultat, alors il se disait en Chine que les TGV chinois ne pourrait rouler à 350 km/h que pendant quelques années, 2-3 ans maximum, qu'après, ça ne pourrait pas. Bah, c'était plus rapide que prévu. Bon. Mais ça, de toute façon, ce sont des aléas, je veux dire. Malheureusement pour les gens qui sont morts, mais enfin, ce sont des aléas. Les Chinois veulent tout faire. Ils veulent même créer des marques, et des marques de luxe. Hein, ils montent en gamme sur les marques de luxe. Et maintenant, ils ont décidé aussi de monter sur la finance. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est... Et donc ça, c'est peut-être l'étape suivante de la puissance, c'est une puissance financière. Mais ils y sont. Mais quand vous avez 3 300 milliards de dollars accumulés dans votre banque centrale, que vous avez un fonds d'investissement souverain qui a plus de 300 milliards de dollars de réserve, et que vous avez des banques chinoises qui distribuent du crédit autant qu'elles veulent, et qui accumulent aussi des réserves, vous avez une masse de manœuvre formidable, surtout quand vos compétiteurs en face sont exsangues. Donc, face à un monde surendetté, finalement, les Chinois sont les derniers prêteurs possibles. Oui, parce qu'en plus, ils ont un taux d'épargne très élevé. Parce que le problème de la Chine, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas redistribué une partie de ce qu'elle a accumulé à sa population. Hein, et qu'en plus, elle a un système quand même qui est hyper protégé. La faute, c'est l'OMC. La responsabilité de l'OMC et de ceux qui dirigent l'OMC, M. Pascal Lamy, et de ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux l'OMC et qui ont permis à la Chine de rentrer dans l'OMC en septembre de 2001 sans condition. Bon, il est hallucinant qu'on ait laissé rentrer la Chine avec un contrôle d'échange. L'OMC, c'est la libre circulation quand même des biens et des personnes. Résultat, la Chine a toujours un contrôle d'échange. Aujourd'hui,
n'importe quel... Mais les États-Unis étaient très favorables à l'entrée de la Chine. Mais bien dans sûr, l'OMC. attendez, c'est l'équipe Clinton qui a négocié, d'ailleurs qu'on retrouve maintenant avec Obama, etc. Hein. Ce sont les mêmes qui ont négocié l'entrée de la Chine dans l'OMC, parce qu'ils jouaient le jeu des multinationales. C'était l'intérêt des multinationales américaines, qui évidemment avaient intérêt à ce que les produits chinois qui rentrent aux États-Unis n'aient pas de taxes. Hein. Alors justement, on a beaucoup parlé de cette alliance objective, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis apparaissent petit à petit comme le grand perdant de cette compétition. Oui, mais pas les multinationales américaines, Ah ni bon, Wall Street. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est que pendant longtemps, on a dit, il y avait un slogan connu, ce qui est bon pour la General Motors, c'est bon pour les États-Unis. Eh bien aujourd'hui, ce qui est bon pour les multinationales américaines n'est pas bon pour les États-Unis. Et c'est bien le problème. Les États-Unis sont dans l'impasse totale, puisque le travail est parti. Hein, aujourd'hui, ils s'étonnent tous, ils disent « Ah ben là, on n'arrive pas, depuis 3 ans, le taux de chômage est à plus de 9%, on n'arrive pas à créer d'emplois. » Ah oui, ils n'arrivent pas à créer d'emplois parce que les multinationales américaines ne créent plus d'emplois sur le sol américain. Aucun emploi créé par les multinationales américaines Non. depuis 10 ans. Non, rien. Elles les créent ailleurs, parce qu'en plus, elles localisent les profits ailleurs. Je suis très sévère à l'égard des multinationales, ce que je raconte dans le livre, mais les multinationales américaines, c'est comme les financiers américains, j'allais dire à la limite, sont presque des bandits, oui. Parce qu'il y a une histoire extraordinaire. Là, ils viennent voir Obama, ils expliquent, ils disent, si vous voulez, on peut créer de l'emploi aux États-Unis, on peut investir aux États-Unis. Nous avons stocké 1 000 milliards de dollars de bénéfices accumulés hors des États-Unis, hein, pour ne pas payer les 35% d'IS aux États-Unis. On les a accumulés hors des États-Unis. 1 000 milliards de dollars. Si vous voulez, on va rapatrier cet argent et vous allez nous faire une taxe holiday, c'est-à-dire que vous allez nous faire un taux forfaitaire très bas et on va ramener l'argent, 5,5%. Si vous nous faites une taxe holiday à 5,5% sur ces 1 000 milliards de dollars, hein, on va payer 55 milliards de dollars d'impôts, ça vous fera toujours ça dans les caisses de l'État fédéral, et puis vous allez voir, on va investir, on va créer des emplois, etc. Alors, le problème, c'est que là aussi, ils n'ont pas de mémoire. Je veux dire, et heureusement, quelques journaux américains et quelques économistes ont un tout petit peu de mémoire. George W. Bush avait instauré, avec l'appui du Congrès, en 2005, exactement la même taxe holiday. 5,5% pour les bénéfices accumulés à l'étranger que l'on rapatriait aux États-Unis. Le Congrès américain avait mis une loi, une règle. Il faut que cet argent rapatrié serve à créer des emplois et à investir dans la recherche, le développement, etc. Oui, croix de bois, croix de fer, promis, juré. Bon. Et il se trouve qu'il y a 3 mois, juste avant que je ne termine le livre, il est sorti un rapport, tout à fait officiel, du Congrès américain, qui a fait le bilan. Le bilan, il est le suivant. Ils ont rapatrié 315 milliards de dollars, c'est beaucoup, hein, sur lesquels ils ont payé 5,5%, c'est-à-dire quelques 18 milliards de dollars d'impôts. Hein. Alors la condition, effectivement, c'était pas de rachat d'actions, pas de distribution de dividendes. Hein. Eh bien, sur les 315 milliards de dollars, 92% ont servi à racheter les actions ou à augmenter les dividendes. Et tout de suite après, les multinationales ont recommencé à exporter, à délocaliser leurs bénéfices. Ils n'ont pas créé un emploi, ils ont même fermé des usines. Donc déconnexion totale entre l'intérêt des multinationales et l'intérêt des États-Unis. Et déconnexion totale aussi entre l'intérêt de Wall Street, pareil, qui est le cœur des États-Unis, et les États-Unis. La grande déception, c'est quand même Obama. Ah oui, c'est le titre d'une partie. La déception Obama. Mais Obama... Est-ce que c'est vraiment une déception ? Disons qu'on avait mis beaucoup d'espoir. Obama a fait un discours extraordinaire, son discours d'investiture, très beau d'ailleurs. Bon, discours magnifique. Hein. Comme Sarko fait de magnifiques discours quand c'est Guénaud qui les écrit. Mais derrière, évidemment, ça n'a pas suivi. Obama... Et derrière, c'est l'équipe de Goldman Sachs. Et de JP Morgan aussi. JP Morgan. Donc Obama, il a fluctué. Pendant 1 an, on lui a vendu une politique qui était de dire « touchez pas à Wall Street et vous allez voir, en plus, les financiers ils vont vous aider pour faire passer votre réforme de la santé, etc. » Bon, marché de dupes. Alors, dans un deuxième temps, soit dit en passant, je raconte un événement qui est passé inaperçu à l'époque. Ça s'est passé le 15 octobre 2008, juste après, 1 mois après la faillite de Lehman Brothers. Il y a eu une rencontre entre Tim Geithner, qui était à l'époque le patron de la Réserve fédérale de New York, la principale réserve fédérale du système fédéral américain, et Andrew Cuomo,
qui est aujourd'hui le gouverneur de l'État de New York, démocrate, mais qui était procureur général. Et Tim Geithner, qui est devenu secrétaire d'État au Trésor, l'homme de Wall Street s'il en est, Tim Geithner a expliqué à Andrew Cuomo qu'il ne fallait surtout pas poursuivre des banquiers ou des établissements financiers américains parce que sinon on allait avoir un risque systémique que l'ensemble de la finance américaine et mondiale allait s'effondrer. Et Cuomo a accepté de ne pas engager de poursuite. Et fort opportunément, début décembre, est arrivée l'affaire Madoff. Alors Madoff, c'était parfait parce que c'était le bouc émissaire parfait. Bon. Et c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un grand krach, un grand collapse financier n'a pas été suivi de procédure pénale. C'est-à-dire que quand il y a eu les saving and loans, la crise des saving and loans il y a 20 ans, il y a eu 1100 procès et 800 cadres dirigeants et dirigeants de banques ont été en tôle. Bon, là, pas un. Le seul procès, il y a eu Madoff, qui n'est pas un dirigeant de banque, et il y a un trader français... qui a permis de focaliser toutes les attentions. Il y a un trader français, évidemment, qui, chez Goldman Sachs, avait vendu le fonds à Bascus. Et puis, il y a là aussi un Indien qui avait un fonds d'investissement et qui investissait dans la high-tech. Et ils ont fait un peu de délit d'initié avec quelques insiders dans la high-tech. C'est tout. Mais Goldman Sachs, JP Morgan, tout ce qu'ils ont fait de jouer contre leurs clients, etc. Rien. Alors, ce qui est intéressant, une chose qui apparaît dans votre livre, c'est que déconnexion entre les entreprises multinationales et les intérêts nationaux, mais aussi au niveau mondial, l'apparition d'une élite globalisée qui vit en circuit fermé. C'est une espèce de jet-set globocratie, les working rich, globocratie, avec effectivement des milliardaires qui l'argent s'est disséminé. Les milliardaires, maintenant, sont partout. Les milliardaires indiens, brésiliens et chinois. Est-ce qu'ils se vivent comme une classe unifiée entre les Chinois, les Américains, les Européens ? Oui. C'est l'univers de Davos, l'univers, effectivement. Alors, c'est très... Vous avez le sentiment que ça touche aussi la France, ça ? Qu'il y a cette déconnexion d'une partie de l'élite ? Oui, il y a une déconnexion, mais nous, nos élites sont en train de se rétrécir, plutôt, alors que les autres sont en train de grossir. Finalement, à quoi nous assistons ? C'est un gigantesque transfert de richesse. Depuis 25 ans, on a assisté à un transfert de richesse avec ce pacte faustien entre les multinationales, Wall Street, Walmart et le Parti communiste chinois. L'argent des classes moyennes occidentales est passé vers les classes moyennes de ces pays émergents, classes moyennes chinoises, et au passage, la globocratie occidentale, les financiers occidentaux et les milliardaires de ces nouveaux pays ont pompé le maximum. Bon. Tout le système fiscal a été fait pour avantager les hyper riches. Warren Buffett a eu l'honnêteté de raconter, parce que lui, il sait de quoi il parle, de raconter qu'il ne payait que 15% d'impôts. Avec un système qui a été mis en place il y a plus de 10 ans aux États-Unis, mais qu'on a les mêmes en France, en Europe, le carrière interest, où effectivement, vous n'avez pas de revenus, mais vous êtes taxé sur la plus-value, et à 15%. Donc Warren Buffett, s'il gagne 4 milliards de dollars, il est taxé à 15% sur 4 milliards de dollars. Bon. Donc son taux d'imposition est ridicule par rapport à ce qu'il est même d'un cadre moyen qui gagne 50 000 ou 100 000 dollars. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous faites un grand tour d'horizon de toute l'économie mondiale, de tous les enjeux de pouvoir. On a dit au tout début que les grands défaits de la première globalisation, ça avait été tout en amont la Chine, tout à la fin, en 1918, l'Allemagne. Aujourd'hui, en Europe, le grand triomphateur, c'est justement cette Allemagne. Oui. C'est intéressant que l'Allemagne a une stratégie. Et on ne peut pas lui reprocher, d'ailleurs. On peut nous reprocher de ne pas avoir de stratégie. On ne peut pas reprocher aux autres d'avoir une stratégie. Et sa stratégie, c'est qu'ils ont compris, eux, ce qui allait se passer avec l'entrée de la Chine dans l'OMC et avec la mondialisation. Mais les groupes industriels allemands sont allemands. Ils sont toujours allemands. Comment vous expliquez que les groupes allemands soient allemands ? Oui, bien parce que faut revenir à 1945. L'Allemagne et la classe politique allemande a en quelque sorte abandonné, après ce qui s'était passé, toute ambition géostratégique, géopolitique. Donc c'est l'économique qui a primé sur le politique.
comme de la même façon qu'ils se refusent à avoir une défense. Ah, on peut le comprendre. Mais l'économique devient également un instrument de puissance. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont transposé, c'est l'économie, et à l'intérieur de l'économie, leurs groupes industriels qui sont les porteurs, les vecteurs de la géostratégie allemande. En France, ce sont les politiques, théoriquement, qui font la géostratégie du pays, quand il y en avait. Bon, en Allemagne, ce ne sont pas les politiques. C'est le patron de Siemens, le patron de Daimler, etc. Quand Mme Merkel annonce qu'elle sort du nucléaire, ce n'est pas Mme Merkel qui décide de sortir du nucléaire, c'est Siemens qui décide de sortir du nucléaire parce qu'il pèse le pour, le contre après Fukushima et il décide de sortir du nucléaire. Mme Merkel l'annonce. Sans concertation avec les partenaires européens, d'ailleurs. Mais oui, mais parce que les Allemands, bon, faut que nous balayions aussi devant notre porte. Moi, je me souviens, j'ai vécu un ensemble européen, une idée de faire un Airbus de l'informatique il y a presque 40 ans, où les Allemands étaient partie prenante, les Français et Philips, les Néerlandais. Et ce sont les Français, sous Giscard d'Estaing, qui ont rompu unilatéralement l'alliance. Donc, nous ne sommes pas blanc-bleu dans tout ça. Hein. Donc, on avait décidé unilatéralement, sans les prévenir. Donc ils s'en souviennent parce qu'ils ont de la mémoire, eux aussi, les Allemands. Mais là, effectivement, l'Allemagne joue son jeu. Elle joue sa stratégie, et c'est la stratégie des groupes allemands. Et pour les groupes allemands, ils ont pris le marché européen. J'ai calculé que sur 10 ans, l'Allemagne a accumulé 1500 milliards d'euros d'excédents commerciaux. Ces 1500 milliards d'euros... La petite Chine, en quelque sorte. Oui, c'est la petite Chine. Oui. Ces 1500 milliards d'euros ont été... Alors, pourquoi ? D'abord, on a fait un euro avec une parité qui a arrangé l'Allemagne. Puisqu'ils n'étaient pas très chauds, donc ils sont rentrés... C'est-à-dire qu'un euro égalait 2 marks, pour simplifier. C'était pour simplifier. Bon. Mais ça les a avantagés. Donc ils sont rentrés avec une prime, en quelque sorte. Et ensuite, ils ont pris les mesures, c'est les plans Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, qui, effectivement, ils ont serré les boulons. De façon relativement intelligente, avec, plutôt que de faire du chômage, on fait du chômage partiel, on rogne sur certains avantages, on revient, etc. Mais il y a eu une sorte de consensus, et ça remonte à Bismarck. Ce consensus entre le syndicat unique, le DGB, et le patronat, avec l'aval des pouvoirs publics. Et c'est toujours en favorisant l'industrie. L'industrie, c'est notre vecteur, et il y a une excellence allemande. Cette excellence allemande, elle remonte à un siècle, c'est vrai. Ce n'était pas le cas il y a un siècle. Jean-Michel, on ne peut pas tout développer, oui. Mais il y a une chose qui est très intéressante dans vos livres et qu'on ne voit pas toujours de France, qu'on ne lit pas toujours l'allemand. Il y a des pauvres en Allemagne. Bien sûr. Et cette croissance, elle est très inégalitaire aussi. Tout à fait, c'est une Allemagne à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire supporter, disons, un lissage du pouvoir d'achat, voire une petite baisse du pouvoir d'achat des salariés des grands groupes et des grandes PME. Parce que derrière, il y a effectivement un système où l'immobilier coûte beaucoup moins cher en Allemagne, et les services coûtent beaucoup moins cher parce que les services sont paupérisés. Les services, il n'y a pas de SMIC sur les services. Et peu d'enfants. Et peu d'enfants. Et ensuite, peu de dépenses militaires. Et peu de dépenses militaires. Une puissance qui n'assume pas. Mais oui, mais ils ne veulent pas. Militaire. Mais ça, on peut parfaitement le comprendre. On l'a vu avec la Libye. Oui, mais on peut parfaitement le comprendre compte tenu de leur passé. Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est si on veut rester ensemble. Moi, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut qu'on se mette face à face avec toutes les forces vives allemandes et les forces vives françaises, les partis de gouvernement et d'opposition, les syndicats et le patronat, et qu'on dise face à face, qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce que l'on veut continuer de vivre ensemble ? Est-ce qu'il est encore temps ? Il est plus que temps, parce que... Bon, et on met tout sur la table. Si on veut continuer de vivre ensemble, ça passe par des compromis de part et d'autre. Mais si on ne veut pas continuer de vivre ensemble, vous savez, il y a 52% des ménages qui divorcent aujourd'hui en France. On peut divorcer intelligemment, en gérant les enfants du mieux qu'on peut. La sortie de l'euro ? Je ne suis pas un fanatique de la sortie de l'euro, mais s'il le faut, en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'on ne doit pas rester accroché aux marques, et on ne doit pas rester accroché à un euro du Sud. Parce que dans les deux cas, on est mort. Nous, la France. Alors justement, la France, qu'est-ce qui reste à la France dans tout ça ? Il reste à la France, il y a des choses que l'on peut... Cette grande puissance intermédiaire. Oui, cette grande puissance intermédiaire qui a un handicap majeur, c'est de ne pas s'aimer.
Hein, ça, c'est vrai. Les Français ne s'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais on ne s'aime plus. Hein. Il faudrait qu'on s'aime un peu plus. Et en même temps qu'on ne nie pas les problèmes, que l'on ait une vision claire des enjeux, de la stratégie des uns et des autres, et qu'on ne poursuive pas. Moi, ce qui m'horripile, c'est les gens qui vous disent il n'y a pas d'autre politique possible. Il y a toujours une autre politique possible. Il y a toujours d'autres politiques possibles. Alors, on peut estimer qu'elles ne sont pas valables, mais c'est une monstruosité de l'esprit de dire there is no alternative. Hein, mais notre puissance économique repose encore en France sur un certain nombre de grands groupes que vous avez analysés, ces grands groupes, sur des grandes banques. Oui, les grandes banques sont moins grandes aujourd'hui. Oui, oui, elles ont un petit peu maigri en termes de valorisation. Alors, moi, j'ai quelques idées. Bon, d'abord, il faudra faire une réforme fiscale, bien évidemment. Je pense que et arrêter de taper toujours sur les mêmes. Bon, bien sûr, tous, on ne s'en sortira pas sans il faudra faire 1 ou 2 points de TVA, on le sait, tout le monde le sait, 1 ou 2 points de CSG, tout le monde le sait. Bon, mais il faut aussi s'attaquer là où ont été faits les plus gros cadeaux de ces 10 ou 15 dernières années. Donc il faut remettre en cause la niche Copé, hein, sur les plus-values de cession sur les filiales des groupes. Il faut descendre dans le détail de la fiscalité. On doit plus être un paradis fiscal pour les grands groupes. Voilà, exactement. Et je pense que les grands groupes, il faut leur expliquer qu'ils ne payent peut-être pas d'IS en France, un impôt sur les sociétés. À ce moment-là, on va leur mettre une taxe, ce que j'appelle une Corporate Activity Tax. C'est une idée qui vient des États-Unis, d'ailleurs, hein, de l'État de l'Ohio, qui est, écoutez, vous utilisez mes infrastructures, vous utilisez mon personnel, vous utilisez... C'est un espèce de retour de l'IFA. Oui, mais à l'envers, parce que l'IFA, il était pour obliger les petits artisans, petits entrepreneurs à être vertueux, c'est-à-dire à payer de l'impôt sur les bénéfices et à ne pas maquiller leurs comptes. Et ben là, je fais un IFA, mais sur le haut, hein, pour amener les multinationales. Mais on va avoir des multinationales qui vont prendre la fuite, alors. Elles partiront. Attendez, soyons clairs, on va pas. Coca-Cola, si Coca-Cola ne veut pas payer l'IFA, ils partent. Puis il y a Pepsi-Cola qui les remplacera. Hein, il y aura toujours quelqu'un pour les remplacer. Exactement, exactement. Et ensuite, cette Corporate Activity Tax est à valoir sur l'IS. Hein, si vous payez de l'IS, si vous déclarez du bénéfice en France et vous payez l'impôt sur les bénéfices, eh bien, cette Corporate Activity Tax viendra en déduction. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais l'IFA à l'envers. Hein. Jean-Michel, pour terminer, on ne peut pas détailler tout ce qu'il y a dans votre livre, mais question que vous posez à la fin. La France a-t-elle encore un destin? Et lequel? Oui, on peut avoir un destin. Nous pesons plus sur le plan diplomatique que nous ne pesons économiquement, même si on est le 5e ou 6e pays exportateur mondial. Nous devons réduire les déséquilibres. D'une façon générale, il faut que l'on réduise les déséquilibres. On ne peut pas avoir 2 pays qui engrangent des excédents et d'autres qui accumulent les déficits. Déficits commerciaux et de balance des paiements. Bon. Nous avons des marges de manœuvre. Il manque 1 million de logements en France. 1 million de logements. Il faut loger les Français. Si les Allemands ont pu supporter Ars 1, Ars 2, Ars 3, etc., c'est parce qu'ils payent moins cher le logement. Il faut que les ménages français, notamment les jeunes, puissent se loger à bon compte. Et ça, il suffit d'une politique du gouvernement qui incite, effectivement, il faut trouver du foncier, il faut faire baisser les constructions, il faut arrêter avec les clauses aberrantes. Je parle des normes handicapées. Je veux dire, savez-vous, aujourd'hui, tout logement neuf doit être aux normes tout handicap. C'est une aberration. Bien sûr qu'il faut s'occuper des handicapés, mais ils sont 8% en France. Vous faites 8% de logements neufs aux normes handicap. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les logements neufs aux normes handicap. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus nous payer tout ça. Il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons plus nous payer. Il faut faire des économies et en même temps, la défense, par exemple. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité qu'un ensemble qui n'a pas d'outil de défense performant ne soit pas l'objet d'une prédation, quelle qu'elle soit. Il faut qu'on ait un vrai outil de défense. Nous n'avons pas au niveau européen d'outil de défense. Il est en train de devenir obsolète. Bon, la France a vocation. Au niveau européen. L'Allemagne n'en veut pas. L'Allemagne n'en veut pas. Bon, mais il faut que l'Allemagne comprenne qu'un jour... Il nous reste qui? Nous. Tout seul. Nous, les Italiens et un peu les Anglais. Bon, mais ça se paye. Hein, ça veut dire que nos dépenses militaires, pour protéger l'ensemble européen, ça doit venir en déduction des critères de Maastricht, quand même. Hein, c'est une dépense d'investissement. Mais bien sûr, c'est une dépense d'investissement. En plus, nous avons intérêt à développer nos industries de défense qui commencent à piquer du nez. Hein. Donc, logement, ça, on peut parfaitement le faire. La défense, vous avez déjà 2 secteurs d'activité qui sont très importants dans notre pays. Bon, et puis on doit pouvoir relocaliser, mais on en a déjà parlé sur ce plateau à plusieurs reprises. Il y a un certain nombre d'activités qu'on peut relocaliser avec des nouveaux modes de production, hein, des nouveaux process de production.
Bon, il faut réinvestir, c'est vrai. Bien, eh ben, c'est sur cette nécessité de leur réinvestissement que nous allons nous arrêter. Merci Jean-Michel Quatrepoint. Merci Laurent.